La naissance d'une fondation, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, la fondation Mutac, depuis l'Assemblée générale de cette mutuelle. L'Assemblée générale qui se tient ce vendredi 23 mai. Retenez cette date, 24 mai, ah bah oui, retenez encore mieux cette date. 24 mai, des fondations, on vous l'a expliqué dans cette première partie, il ne s'en crée pas tous les jours en France. Il y en a autour de 2000, on n'est pas tout à fait d'accord sur le chiffre, enfin c'est dans ces eaux-là, vous voyez, c'est pas beaucoup. Il y en a très anciennes, il y en a des très connues, et bien il y en a une qui va faire son trou dans ce domaine-là, c'est donc la toute nouvelle fondation Mutac que les administrateurs et les membres de l'Assemblée générale de Mutac ont créé aujourd'hui. André Barboteux nous a rejoint, vous êtes la présidente de Mutac. Et alors, vous serez également la présidente de la fondation Mutac. Comment ça va se passer, ça? Ah, je ne sais pas encore, hein, c'est pas encore décidé. J'anticipe un peu, là. Oui, voilà. Voilà, bon, tant pis, j'ai gaffé. Bon, ben, il fallait bien que je gaffe au moins une fois dans cette émission. Bernard Siagui, le directeur général, est resté à nos côtés, mais nous avons accueilli également deux autres personnes. Oana Barré. Bonjour, chère Oana Barré, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de Concordalogie. Concordalogie, c'est une association que vous avez largement fondée, même si il y a d'autres présidents, vous en êtes la directrice, largement fondée. Il y a une dizaine d'années déjà, on y reviendra. C'est une association ancienne, bien installée, bien implantée, avec un réseau national et qui est parfaitement en phase avec les objectifs définis par Mutac pour sa fondation. Nous avons également Hubert Blin avec nous. Bonjour, monsieur le professeur, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur au CHU de Montpellier, spécialiste en gériatrie, c'est un des mots les plus compliqués à dire. Gérontologie. Ah, vous m'aidez, gérontologie. Je vais me tourner vers vous, André Barboteux, parce que bon, c'est important d'avoir la voix du président et de la présidente. Cette naissance d'une fondation, c'est émouvant pour vous, c'est un moment fort dans votre parcours de présidente? Ben oui, d'abord c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour Mutac, et puis créer une fondation, ce n'est pas rien. Ce n'est pas venu comme ça, hein. Nous y avons mûrement réfléchi, comme a dit déjà Monsieur Bernard Siagui tout à l'heure. Hein. C'est venu quand cette idée de créer cette fondation? Ben, il y a 3 mois, il y a 3 semaines, il y a 3 ans? Non, ça a été dans l'année. Hein. Nous voulions que cet anniversaire de 40 ans ne soit pas une simple festivité, disons, hein, que l'on arrose bien. Du jus d'orange et des 3 petits fours. Voilà, nous voulions. Il y en aura quand même, rassurez-moi. Il y en a eu. Il y en a eu, c'est déjà passé. Il y en a eu, mais pas plus que ça, n'est-ce pas, comme toutes les assemblées générales. Non, nous voulions que ça soit quelque chose de très symbolique et surtout qui soit marqué par la solidarité, comme lorsque Mutac avait été créé. Mutac a la solidarité chevillée au corps et nous voulons que ça reste, hein, que ça perdure. Mutac a beaucoup évolué. Quelquefois, on nous dit, bon, vous êtes une mutuelle, mais vous travaillez comme une assurance. Non, Mutac, ce n'est pas une assurance, c'est une mutuelle et nous tenons à bien marquer notre différence. Et la fondation, c'est aussi quelque chose qui peut accentuer la chose. Une façon de marquer, hein, effectivement, de marquer votre territoire et surtout de marquer votre démarche. Hein. Effectivement, mais c'est important de bien faire les choses en termes commerciaux, hein, parce que sinon, bien sûr, une mutuelle qui ne serait pas bien gérée serait une mutuelle qui aurait du mal à survivre. Alors, le choix des thématiques, on va le rappeler, Bernard Siagui, travailler auprès des personnes âgées et lutter contre l'isolement. Ce sont des thématiques qui sont intéressantes, liées à votre métier de base, mais c'est aussi des thématiques qui ont un vrai intérêt aujourd'hui dans la société française. Oui, bien sûr, on a constaté souvent chez les adhérents, lorsque un des deux conjoints décède, une rupture de comportement du survivant, quelquefois même des oublis, quelquefois on ne paie même plus les cotisations. Enfin, au-delà du problème que cela pose au niveau de la garantie, ça montre un réel problème et l'isolement
en est la première cause. Donc on a dit il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Au départ, on ne savait pas trop. L'idée de fondation, c'était surtout pour dire, comme le disait la présidente, pour fêter 40 ans sans forcément faire une fête d'anniversaire. Ce n'était pas trop l'objet. C'est pas non plus l'ambiance actuelle, enfin, le climat actuel n'est pas forcément prêt à cela. En revanche, faire quelque chose d'innovant et de nouveau, oui. Et donc l'idée de créer cette fondation, au départ, c'était cette motivation-là qu'il a créée, qui a voulu porter ce projet. Ensuite, sur le thème, pour répondre à votre question, on est parti sur l'isolement parce qu'on a pensé que ça pouvait être une des grandes causes, enfin, le professeur le dira sûrement mieux que moi tout à l'heure, des problèmes des seniors. Voilà. Donc ensuite, on a rajouté une autre thématique qui est l'intergénération, mais au départ, c'était l'isolement, et même je pourrais dire, mais l'idée elle est partie non pas du large pour aller au particulier, mais plutôt du particulier pour aller au large. On était parti sur la dénutrition ou la malnutrition des personnes âgées, malnutrition due à l'isolement. Voilà. Et après on a dit on va agrandir le spectre. André Barboteux, forcément, quand vous parlez, discutez avec d'autres administrateurs, ils ont réagi comment quand vous leur avez abordé cette idée, proposé cette idée de créer une fondation, et sur ce thème-là en particulier? Non, c'est venu de l'ensemble. Hein, c'est venu du terrain. Voilà, c'est venu du conseil d'administration. Nous avons réuni tous les administrateurs et tout le personnel de MUTAC. Et nous avons réfléchi tous ensemble. Et c'est tous ensemble que nous sommes arrivés à l'idée là. Ce n'est pas parti comme ça. Hein, c'est le fruit d'une réflexion commune. Bernard Sagui, ça va représenter un budget de combien? Puisque bon, les ambitions sont vastes. Hein. Vous êtes une mutuelle dynamique, mais enfin voilà, vous n'êtes pas non plus une multinationale. Donc, et puis il faut faire attention. Pas encore. Voilà, ça vient. Il faut faire attention au budget de la mutuelle. Donc financièrement, comment ça va fonctionner? Donc le budget de départ pour la création, c'est un investissement de 80 000 €, donc qui est très largement supportable par les comptes de MUTAC. Et ensuite, nous allons faire appel aussi à la volonté de don des adhérents, des personnes qui nous côtoient, versera qui veut, il y a des avantages fiscaux à cela, donc on ne va pas être seul non plus dans cette fondation, dans cette démarche. Enfin, on fera appel à l'épargne de nos adhérents. On a créé, il y a 2 ans de cela, une garantie déjà qui permettait de payer les obsèques, puisque c'est notre métier, mais aussi, lorsqu'il y avait un reliquat, de le verser à la Fondation de l'Avenir, qui est la fondation qui abritera la Fondation MUTAC, qui nous empêche de faire la même démarche avec les garanties MUTAC actuelles. Il n'y a aucune interdiction à cela. On peut aussi demander à des partenaires s'ils souhaitent contribuer, mais je crois savoir que le budget de fonctionnement annuel, ensuite, doit tourner autour de 200 à 300 000 €. Mais ce n'est pas insurmontable pour MUTAC. Voilà. Si on n'est pas seul. Mais là, c'est la solidarité encore. C'est la solidarité, et on voit que ça commence à être des sommes qui peuvent être intéressantes. Alors, pour bien dresser le contexte, je vais demander à Hubert Blin de se saisir d'un micro. Voilà, pourquoi pas celui-là. Hubert Blin, donc, on l'a dit, vous êtes professeur en gérontologie, hein, merci du terme plus facile à dire. L'isolement des personnes âgées, est-ce que c'est véritablement, et dans quelle proportion, un phénomène en France ? Oui, c'est une vraie problématique en France, mais dans la plupart des pays industrialisés, dont l'espérance de vie augmente. On estime qu'après 65 ans, sur les 10 millions de personnes donc, âgées de plus de 65 ans, il y en a environ 40% qui vivent isolés. Donc en gros, plus de 4 millions de personnes en France. Oui, voilà. Ça fait du monde. Alors la caractéristique, ce sont essentiellement des femmes pour 2/3 de cette population. Alors effectivement, en raison de cette espérance de vie qui est différente entre les hommes et les femmes, après 75 ans, on estime que seulement 1 femme sur 5 vit accompagnée, alors que ce sont 2/3 des hommes qui vivent accompagnés. Donc on peut estimer qu'en France, on a un vieillissement de la population, certes, mais ce sont surtout les femmes qui vieillissent, et elles vieillissent souvent seules.
Alors, est-ce que ça a des conséquences, à la fois en termes psychologiques, on l'imagine, mais également en termes de santé? Oui, alors on vient de le dire, donc le veuvage malheureusement est l'une des causes de cet isolement en particulier, mais aussi donc le départ des enfants, l'éloignement, et puis on a tout cela va jouer sur la psychologie des personnes, et puis souvent l'isolement va être lié donc à la perte d'autonomie, avec des difficultés de marche, des troubles de l'équilibre, qui vont faire que les gens sortent moins, et tout ça va évidemment avoir un retentissement important, peut même entraîner chez certaines personnes des troubles de type dépressif, un repli sur soi. Et on en a Sachant parlé que tout à l'heure. on a eu un dessin de Dadou, les personnes âgées isolées ne sont pas forcément sur une île déserte, hein, ou alors c'est une île déserte au milieu d'un océan de personnes, on peut être seul en pleine ville. Hein. Oui, je pense. Enfin, il faut différencier l'isolement et la solitude. On peut très bien être très entouré, se sentir seul. Dans les questionnaires, c'est environ 3/4 des personnes âgées qui se sentent seules. Il peut très bien y avoir beaucoup de monde, mais par contre, elles se plaignent souvent, ces personnes, d'un manque d'attention, d'une certaine incompréhension de l'entourage vis-à-vis de leurs problématiques, et finalement d'un manque d'écoute. Alors, les conséquences, on a parlé. Oui, Bernard Saguet. Excusez-moi, si je peux rajouter une chose à ce que disait M. Blain, c'est que le veuvage est aussi une des causes de rupture de revenus. Il ne faut pas oublier qu'aussi l'isolement, la solitude peut être aussi liée à ça. Oui, il y a une perte de revenus qui, effectivement, avec l'éclatement des familles, l'éloignement des uns et des autres, ben, ça limite les capacités de déplacement et les capacités à se retrouver aussi. Oui, tout à fait. La précarité est l'une des principales causes, en dehors des difficultés familiales, de l'éloignement. Donc la précarité et la perte d'autonomie sont les principales causes. Et puis, il y a l'isolement qui est choisi. Georges Moustaki nous a quittés hier. Il disait je ne suis jamais seul avec ma solitude. C'est vrai qu'il y a souvent des personnes qui choisissent d'être seules, mais finalement, on ne sait jamais si c'est un véritable choix ou si c'est un choix qui est forcé par les événements. Effectivement, en termes de précarité, on parle souvent des seniors voyageurs hein, qui profitent d'un revenu correct pour aller voyager, etc. Et ça concerne finalement une minorité de gens, une minorité des seniors. Oui, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes qui sont isolées et se sentent seules, au point que c'est devenu finalement une priorité en gérontologie d'aborder ce point et de favoriser toutes les initiatives qui visent à réduire l'isolement et l'exclusion des personnes âgées. Alors, conséquences, hein, Bernard Sagui en a un petit peu parlé tout à l'heure, conséquences en termes de santé, conséquences directes ou indirectes, je ne sais pas, vous allez nous le dire, c'est le problème de l'alimentation, de la nutrition. Oui, on en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir un repli sur soi, un certain renoncement, une perte d'activité. C'est vrai que la perte d'activité, souvent, va entraîner une diminution des apports. On mange moins parce qu'on sort moins, on fait moins d'activité. Puis d'autre part, effectivement, un certain nombre de personnes ne vont plus avoir envie de préparer le repas, d'aller faire les courses. Pourquoi mettre une jolie table alors qu'on sait qu'on va finalement ne partager ce repas avec personne? Alors, chez les personnes un petit peu plus jeunes, le moment du repas, c'est un moment de convivialité, de plaisir qui est attendu. Et puis, chez les personnes qui sont seules, souvent, c'est un moment un petit peu comme un autre, où on mange parce qu'il faut manger. Est-ce que c'est un phénomène qui est pris en compte aujourd'hui par les institutions, par l'État? On fait souvent ça en France, hein, on demande à l'État de prendre en compte un peu tout. Est-ce que c'est pris en compte? Est-ce qu'il y a déjà un travail de fait? Oui, il y a un énorme travail, souvent associatif, ça sera probablement revu par la suite. Il y a beaucoup d'associations qui visent à mettre en place des initiatives pour limiter l'isolement. Tout ça n'est peut-être pas suffisamment coordonné en France, et c'est la raison pour laquelle Michel Delaunay, donc, qui est notre ministre des Personnes âgées,
et à l'autonomie, qui a lancé en fin d'année dernière donc un grand programme qui s'appelle Mona Lisa pour mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées, et qui a lancé une grande mission donc qui est présidée par Jean-François Serre, et qui a réuni justement des associations, des organismes déjà très investis dans la prévention donc de l'isolement chez les personnes âgées. Donc oui, beaucoup de choses sont déjà faites. Il faut probablement favoriser d'autres initiatives, et les pouvoirs publics s'en rendent compte et visent à coordonner ce qui est fait de manière à améliorer encore ces initiatives. Au niveau local, au niveau régional, est-ce que le travail qui est fait par les centres communaux d'action sociale, par le département, on pense souvent à la distribution de repas, là encore, est-ce que c'est quelque chose qui... On a l'impression que ça représente un effort important quand même de la collectivité? Oui, alors c'est sûr que les centres communaux d'action sociale donc, vont s'occuper en particulier de livrer les repas, et dont le coût va être dépendant des moyens des personnes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites effectivement pour favoriser l'hébergement par les personnes âgées seules, d'étudiants ou de personnes jeunes, de manière à non seulement rompre avec l'isolement et puis échanger du service et du plaisir, du lien. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites par les municipalités, sur le transport social en particulier. Et puis évidemment, je vais moi parler peut-être du CHU de Montpellier, ici que je représente, et son directeur général, Philippe Domy. C'est vrai que il y a l'isolement, et puis il y a favoriser l'autonomie pour que les personnes puissent sortir. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, par exemple, une des initiatives a été de créer un centre équilibre prévention de la chute, qui s'intéresse justement à des personnes qui sont au domicile ou pas, ou même institutionnalisées d'ailleurs, et qui ont des difficultés à se mobiliser, qui ont une diminution de force musculaire, qui ont perdu confiance dans la marche, et qui vont donc moins sortir. Et donc on sait que de mettre en place une évaluation et puis de l'activité physique adaptée telle qu'on le fait en particulier va leur permettre de regagner de la confiance, pouvoir ressortir et à nouveau être dans un cercle positif. Alors, vous l'avez dit, la lutte contre l'isolement des personnes âgées, ça passe par un gros travail, et beaucoup de choses sont déjà faites. Il y a des initiatives, et on va venir à celles lancées il y a quelques années par Oana Barré, qui sont des initiatives originales, parce qu'effectivement, apporter des repas, tout ça, bon, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement concevoir. Mais imaginez qu'on puisse faire de la colocation entre une personne âgée, alors colocation entre guillemets, va nous en dire plus, nous dira plus comment ça fonctionne, mais installer dans un même appartement, une même maison, une personne âgée et un étudiant, il fallait un cerveau comme celui de Oana et de quelques autres pour non seulement l'imaginer, mais pour le mettre en place, et pour le mettre en place à une assez grande échelle, Oana. Oui, bonjour à tous. Merci Pierre-Paul de m'avoir invité. Je suis désolée, je souffre d'une extinction de voix. Mais on a un professeur, là, il va s'en occuper, Alors effectivement, nous sommes passés au maquillage, ce qui permet que mon cerveau brillant ne brille pas si tant aujourd'hui. C'est effectivement une initiative qui est née en 2004, qui consiste à héberger des jeunes chez des seniors en échange de moments partagés sur la base de la solidarité et de l'entraide. Il n'y a pas de lien de subordination et aucune substitution à des professionnels du milieu du service à la personne. Vous parliez notamment de portage de repas, de choses comme ça. Ce sont des professionnels qui font ça et qui font ça très bien. Le principe étant de pouvoir rassembler deux problématiques pour en faire une solution virtuelle ascendante, qui est celle d'offrir l'opportunité d'un logement à petit budget à un jeune qui, dans une ville à forte pression immobilière, ne peut pas se loger de façon décente, et maintenir à domicile un senior, une personne âgée, pour majorité, je confirme, des femmes, dont les revenus ont brutalement baissé par veuvage, ou simplement par la prise de retraite ou l'augmentation du coût de la vie, et qui se trouvent effectivement potentiellement isolés pour des raisons financières, et puis après pour des raisons sociales. Donc c'est devenu une solution pour leur permettre, par un système de participation aux frais, et non pas ni de colocation, ni de loyer, simplement un défraiement, de mettre un peu de beurre dans leurs épinards, dans leur retraite. Et puis parallèlement à ça, en portant de l'aide à un jeune,
notamment au départ, c'était pour des étudiants quand on a démarré en 2004, d'être maintenus dans la boucle sociale, d'avoir une utilité, une raison d'être, en étant utile à quelqu'un de la génération à venir, de la génération suivante, en étant intermédiaire dans la quête d'autonomie qu'on peut souhaiter à un jeune aujourd'hui et qui est très difficile à obtenir, en étant cette étape intermédiaire entre le cocon familial, pour ceux qui ont pu le vivre entièrement jusqu'au bout, ceux qui ne l'ont pas perdu en cours de route, et l'autonomie totale dans la vie active lancée au terme des études, quand on décroche son premier emploi, puisqu'à partir de mémoire de 2007, Concordat Logis a fait du logement intergénérationnel pour les primo-salariés, les stagiaires et les apprentis. Ce qui nous a permis de couvrir l'ensemble des cas de figure des jeunes, mais ça part toujours de la démarche volontaire du senior, à départ de la demande du senior qui souhaitait parfois avoir une relation plus mature avec un jeune, une relation avec un adulte qui va rentrer le soir après du travail, apporter de l'oxygène en racontant sa journée et ne pas forcément être dans une espèce de semi-prise en charge du primo-étudiant de 18-20 ans. Oui, c'est pas simplement je rentre à la maison, mamie fait le repas. Oui. Non, hein, c'est autre chose que ça. Hein. Oui, alors sur la définition, effectivement, le jeune va bénéficier de son étagère dans le frigo, d'un placard dans la cuisine, et il va se faire ses propres repas avec ses propres denrées. Mais il va bénéficier de tout le confort et de toute l'installation d'une maison, et notamment celle du senior. Ça représente combien de couples, si je peux me permettre, maintenant, désormais, en 2013 là? Alors, on fonctionne en année universitaire, nous, du coup. Aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine de binômes qui se sont créés sur cette année universitaire qui est finissante, là, pour l'essentiel. Faut savoir qu'effectivement, il y a des Concordat Logis à traverser des turbulences qui ont fait des années plus ou moins fructueuses. Dans les années fastes où on avait ce qu'il fallait pour fonctionner, et notamment la main-d'œuvre, parce que c'est quelque chose essentiellement humain. Il est très difficile d'ouvrir sa porte à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est encore plus difficile de faire cohabiter sur des moyennes de séjour allant jusqu'à 9 mois deux personnes qui ne se connaissaient pas. Donc c'est un vrai travail humain, un vrai travail de lien, un vrai travail de choix, de finesse, qui nous font permettre de faire des binômes harmonieux. Et on a, dans les années fastes, pu obtenir jusqu'à 80 binômes sur une année universitaire, ce qui peut être l'équivalent quasiment d'un bâtiment de cité universitaire pour ce qui pourrait être des jeunes. Je vais vous faire découvrir un des couples. Hein. On était venus il y a quelques années, c'était en 2009. On va les écouter. Simplement, il y a un réseau national. Hein. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Non. Donc il y a une quinzaine d'associations sur les villes où, vous l'avez dit, la pression immobilière est la plus forte. 13 associations sur 18 territoires en France, réseau national LIS France. Allez, on découvre ces personnes, ce jeune et cette personne âgée qui effectivement cohabitaient très très bien. C'est parti. La dernière, elle n'a pas grand-chose, mais ça fait rien. C'est pas grave, il y en a beaucoup. On va passer à table. Attends, j'ai presque fini, moi. Voilà. On rajouterait un peu d'huile. Je veux garder cette grande maison pour mes petits-enfants, pour moi, pour mes petits-enfants, puis parce que j'ai beaucoup de souvenirs, donc je trouvais que c'était un peu dommage de ne pas la remplir. Donc je me suis dit, bon, ben, ça serait bien de prendre un étudiant ou une étudiante, comme ça, dans le quotidien, je me retrouverai moins seule, on pourra discuter, et on aura des petites activités, des petits moments ensemble. Ça permet d'avoir quelqu'un qui est présent avec vous, ça permet de ne pas rentrer, admettons, quand vous sortez des cours, de rentrer, vous êtes seul, vous rentrez dans votre CTU. C'est un système au niveau aussi donc, financier que... relationnel, à l'aspect les à côté de ce système qui me plaisait. Tu mets le tout des oignons? Oui. Allez, carottes. Je vais essayer de prendre le train de 2h moins 10. Ah, très vite alors. Et tu reviens dimanche soir, comme d'habitude? Oui. Bon. Oui, bien sûr. Bon, je sais pas s'il fait des efforts. Moi, je trouve qu'il s'est adapté très vite en plus. Je sais où sont mes petites affaires. Puis je pense qu'il faut en prendre conscience qu'on peut très bien s'entendre, même si on n'a pas le même âge, quoi. Si jamais je sors, une fois je suis allé au musée, je suis allé faire des sorties,
entre amis. Il suffit de prévenir la personne pour pas qu'elle s'inquiète, bien sûr. Mais ensuite, il n'y a pas d'inconvénient. Je suis tout à fait libre de sortir quand je veux, où je veux. Il est parti faire un stage au mois de décembre, 15 jours. Mais ça m'a manqué. J'étais contente quand il est revenu. Voilà, il m'a dit aussi d'ailleurs, il était content. Il m'a dit qu'il était content de revenir ici. Ça m'a fait très grand plaisir. Tu vois, ça me fait plaisir parce qu'au fond, moi j'ai la même demande. Et au fond, ben, tu es content quand tu rentres et moi je suis contente quand tu arrives. André Barboteux, c'est intéressant comme initiative. Hein? Énormément. Et puis ça conforte un petit peu ce que nous avons pensé. Je pense que c'est vrai que ça donne du bonheur. Hein, du bonheur à deux, finalement, deux individus, hein, une personne âgée et un jeune. Favoriser les liens intergénérationnels, lutter contre l'isolement des personnes âgées. Bernard Sagui, j'ai envie de dire maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, exactement. Si vous permettez... Sauf à parler comme nos amis publicitaires que l'on avait tout à l'heure, mais... J'ai une question, si vous permettez, à madame. Quand les binômes, vous les constituez et qui évalue la compatibilité des personnes? C'est vous? Ou est-ce que c'est une structure tiers encore ou... Non, c'est notre propre structure, c'est notre cœur de métier complètement. On part de l'inscription du senior, on part de ses souhaits, centres d'intérêt, rythme de vie dans la maison. On répond aussi pour le jeune de la qualité de l'hébergement offert en termes d'espace pour sa propre bulle. Il est important qu'il puisse avoir son propre espace aussi. Et là-dessus, on va trouver en face, on va recruter en quelque sorte le jeune qui, à la lumière de ce qu'il est, en toute connaissance de cause, va s'engager à partager les moments souhaités par le senior et dont les centres d'intérêt vont Et Bernard Sagui, on va vous laisser poursuivre cet échange après l'émission. On va conclure. Vous avez une autre question? Oui, il a plein de questions, mais il n'y a pas de problème. Elle répondra à toutes les questions. La prochaine étape, André Barboteux, de cette fondation, en un mot. On est le 24 mai, vous me l'avez précisé tout à l'heure. Juillet, première réunion. La prochaine étape, c'est en juillet, la première réunion où il va falloir mettre en place... Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également à nos deux spécialistes, à l'association Concordalogie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, naissance d'une fondation Mutac. C'est parti. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. À bientôt sur TV Sud. We pump the party up. We pump the party up. Pump the